Mon nom est Aminata et je suis avocate au service juridique du Centre francophone. Bonjour, je m'appelle Azadeh Tamjidi, je suis une avocate au Centre francophone. Je travaille là depuis 2 ans. Avant, je travaillais comme avocate en droit de réfugiés et immigration à la pratique privée. Puis j'ai aussi travaillé au bureau de droit de réfugiés à Toronto. Donc moi, je suis avocate depuis tout récemment, mais j'ai fait un stage au service juridique du Centre francophone. Je m'intéresse particulièrement aux droits des réfugiés et de l'immigration, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux droits des femmes, aux droits des enfants. Donc c'est le domaine dans lequel je pratique touche un peu tous ces aspects et c'est ce que j'aime. Alors, aujourd'hui, notre présentation est porte sur de l'information juridique, mais c'est de l'information générale. Donc, l'information qu'on va donner aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques spécifiques ou si vous avez besoin de conseils juridiques pour des clients, on vous encouragerait plutôt à vous référer, à aller consulter un avocat pour que cet avocat-là puisse vous donner des conseils juridiques par rapport à la situation en particulier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en droit de l'immigration, ce qui est assez particulier, c'est que c'est souvent du cas par cas. Donc, si certaines règles ou certains conseils s'appliquent à une certaine situation, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes conseils qui vont s'appliquer pour une autre situation. Donc, même si les cas sont similaires, il ne faut pas penser que parce que ça a été appliqué d'une certaine manière dans un cas, ça sera pareil dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à aller chercher de l'aide juridique, à aller consulter un avocat directement si une personne est confrontée à des aspects juridiques dans ses problèmes. Nous, au Centre francophone, on représente les gens qui sont des demandeurs d'asile. On aussi fait d'autres sortes de droits d'immigration, comme les demandes de parrainage, regroupement familial. Alors, mais la plupart de notre travail, 95%, se concentre sur les demandes d'asile. Alors, aujourd'hui, on va vous parler par rapport aux demandes d'asile, les changements qui sont portés, qui sont devenus rentrés en vigueur le 15 décembre 2012. Puis après, on va passer les autres sections de l'immigration. Aminata va parler par rapport au parrainage, puis on va souligner les problèmes de l'intersection du droit de famille et l'immigration. OK. Alors, je vais commencer en donnant un bref sommaire des demandes d'asile au Canada. Alors, en général, les personnes qui viennent au Canada puis veulent faire une demande d'asile, ça rentre dans la section 96 et 97 de la loi sur l'immigration. Et souvent, ces deux sections, 96, c'est les réfugiés, 97, c'est les personnes protégées. Alors, c'est une loi très spécifique. Ces personnes doivent être considérées comme un réfugié. Alors, l'audience de la demande d'asile, c'est pour déterminer s'ils rentrent à les exigences, s'ils sont des réfugiés ou des personnes protégées. Alors, pour être considéré comme un réfugié, vous devrez être persécuté dans votre pays d'origine à cause d'un des 5 motifs de base. Il y a la race, nationalité, groupe social particulier, opinion politique et religion. Okay? En la section de groupe social particulier, ça comprend les femmes. Okay? Souvent, les demandeurs d'asile qui viennent des pays puis sont persécutés à cause de leur genre, leur sexe, ils se rendent dans cette section de la loi. 97, c'est un peu plus général. Cette section de la loi parle des personnes qui sont persécutées puis se font face à la persécution ou une menace à leur vie. Alors, ça ne doit pas rentrer dans un des 5 motifs ou les 5 bases de faire une demande d'asile, mais il faut montrer que vous, personnellement, vous êtes visé. Vous allez être persécuté. Alors, ce n'est pas la discrimination. Il faut porter attention. Si c'est juste la discrimination, ce n'est pas assez. Ça doit être la persécution. C'est un terme juridique assez élevé. C'est très difficile d'être considéré comme une personne persécutée. Puis si c'est la discrimination, ça doit être aussi élevé pour rentrer dans la définition de persécution. Alors, ça veut dire que la discrimination doit être assez consistante, assez courant, puis assez sévère. OK?
Alors, pas tout le monde peut faire une demande d'asile au Canada. En fait, la plupart des personnes, c'est très limité. Puis, on ne peut pas conseiller les personnes à faire une demande d'asile au Canada. Ils doivent venir ici avec l'intention de le faire. Souvent, des fois, les personnes voient qu'il y a quelqu'un qui arrive puis dit que je veux faire une demande d'asile. Mais à cause de quoi? Il faut leur demander les questions. Tu ne peux pas leur suggérer à faire une demande d'asile, ça c'est contre la loi. La loi sur l'immigration, puis la loi criminelle, si vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un à faire une demande d'asile au Canada, c'est eux qui doivent le soulever à vous. Okay? Puis, c'est une très difficile façon d'obtenir le statut ici au Canada. Maintenant, le taux de réussite à Toronto, c'est 33% des personnes, des demandeurs d'asile sont acceptés, seulement. Alors, avec le nouveau système, il y avait une diminution des nombres de personnes qui sont acceptées, puis c'est pas élevé du tout. Il faut envoyer les demandeurs d'asile ou les personnes qui veulent avoir le statut ici au Canada pour parler à un avocat parce que souvent, des fois, il y a d'autres options qui sont meilleures que faire une demande d'asile. Par exemple, il y a l'expérience canadienne, il y a travailleurs qualifiés, il y a d'autres options qui sont mieux qu'une demande d'asile parce que le taux de réussite, c'est si difficile à réussir là, alors c'est mieux des fois de faire une autre option d'immigration. Mais si vous avez un demandeur d'asile devant vous qui décrit une situation où ils sont persécutés en leur pays d'origine, en particulier les femmes qui sont des victimes de violences dans leur pays d'origine, vous pouvez leur envoyer chez un avocat pour parler et discuter leur choix. Mais il faut être conscient des délais qui sont changés dans le nouveau système. Alors maintenant, je vais passer à les changements dans le système. OK. Alors, les délais sont changés beaucoup. Dans le passé, c'était possible de venir ici au Canada. Vous faites votre demande d'asile, vous avez 28 jours pour déposer votre formulaire de renseignement personnel qui décrit le fondement de votre demande d'asile. Après, ça peut prendre à peu près 1 an à 2 ans pour avoir une audience. Maintenant, vous faites votre demande d'asile. Si vous le faites à la porte d'entrée, vous avez 15 jours seulement pour déposer votre formulaire de fondement de la demande d'asile. Okay? Ce n'est pas beaucoup de temps du tout. Souvent, on voit à notre clinique, en particulier les femmes qui ont manqué la date limite parce qu'ils n'ont pas trouvé un avocat à temps, ils ont des enfants qui sont malades, ils sont vulnérables, puis ils ne savaient pas les dates limites parce qu'ils avaient des problèmes à comprendre qu'il fallait le déposer à temps. Puis à ce moment, ça passe à une audience de désistement, puis peut possiblement perdre leur statut de demandeur d'asile durant cette audience. Alors, c'est très, très important à respecter les délais. Les personnes qui font leur demande d'asile à l'intérieur du Canada, ils ont beaucoup plus de temps. Bien sûr qu'à l'audience de la demande d'asile, ils regardent, ils voient le délai de faire une demande d'asile, ils le jugent un peu, mais c'est assez important de prendre le temps pour préparer les formulaires, de bien préparer les formulaires. Moi, je dirais normalement, on prend quelques semaines. On peut prendre 1 mois maximum, pas beaucoup de temps pour préparer le formulaire pour les personnes qui font la demande d'asile à l'intérieur, parce qu'eux, ils doivent aller à l'immigration avec tout leur formulaire prêt. Alors, ça veut dire le formulaire de la fondement de la demande d'asile, puis il y a 3 ou 4 autres formulaires qu'il faut compléter, puis aller avec ça à l'immigration. Après ça, ils vont avoir une audience qui est déjà fixée. Au moment qu'ils font leur demande d'asile, une audience va être fixée. Alors, si vous faites votre demande d'asile à la porte d'entrée, votre audience va être fixée en 60 jours. Alors, 10 jours avant l'audience, il faut déposer vos preuves en appui de votre demande d'asile. Alors, ça, c'est pas beaucoup de temps pour chercher des documents. Par exemple, pour chercher des documents d'identité d'Afrique, c'est pas beaucoup de temps du tout. Alors, il faut commencer très vite à aider les gens à rassembler les documents. Pour les personnes qui font leur demande d'asile à l'intérieur, si vous venez pas d'un pays désigné, ça veut dire un pays que le gouvernement désigne comme un pays sûr, où normalement il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'asile.
vous avez encore 60 jours pour vous préparer pour l'audience. Si vous venez d'un pays désigné et vous faites votre demande d'asile à la porte d'entrée, vous avez seulement 30 jours. Alors, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, dans la liste des pays désignés, il y a Hongrie. Alors, beaucoup de femmes roms ou les personnes roms, ils ont seulement 30 jours pour se préparer pour l'audience. Pour les personnes des pays désignés qui font leur demande d'asile à l'intérieur du pays, ils ont 45 jours pour se préparer. Oui, 30 jours à le bureau à l'intérieur, 45 si vous faites à la porte d'entrée. OK? Alors, c'est des délais très courts. OK? Pour les pays d'origine désignés, ça, c'est une liste que le gouvernement a créée pour dire que les personnes qui viennent de ces pays, normalement, ces pays ne produisent pas des demandeurs d'asile. Mais c'est très discrétionnaire. Il y a souvent des pays qui ont beaucoup de demandeurs d'asile qui viennent de ces pays, comme Hongrie, Mexique, qui sont sur la liste. OK? Je ne sais pas si le Mexique était ajouté, mais c'est possible qu'ils vont être ajoutés. Hongrie, c'est définitivement sur la liste. Il y a les pays européens aussi, Italie, l'Angleterre, France. Alors, pour ces personnes, ils ont plus de problèmes ici au Canada en faisant une demande d'asile. Okay? Leurs délais sont beaucoup plus limités. S'ils sont rejetés pour leur demande d'asile et décident de faire un appel à la demande d'asile, ils ne vont pas bénéficier d'un sursis de renvoi. Ça veut dire que normalement, les gens qui décident de faire un appel de la décision négative, l'immigration va automatiquement arrêter le renvoi. Mais pour une personne d'un pays désigné, l'immigration ne va pas arrêter le renvoi. Durant le cours de l'appel, l'immigration va essayer de renvoyer la personne. Il y a aussi un type de demande qu'on appelle un examen de risque avant renvoi. Souvent, quand l'immigration essaie de renvoyer les gens, ils vont faire un examen de risque avant renvoi. Alors, les lois par rapport à ça ont changé aussi. Alors, dans le passé, c'était directement avant le renvoi qu'ils donnaient ça à quelqu'un. Puis, durant le temps que cette demande est traitée, il va y avoir un sursis de renvoi, puis l'immigration va examiner s'il y a des risques pour ces personnes qui sont présentées après la demande d'asile a été faite, s'ils sont renvoyés en leur pays. Mais maintenant, l'immigration a dit qu'il ne peut pas faire une erreur, un examen de risque avant renvoi, pour 1 an après le rejet de la demande d'asile. Pour les personnes qui viennent des pays désignés, c'est 36 mois. Alors, l'intention de l'immigration ici, c'était d'essayer de renvoyer les personnes entre 7 temps. Alors, souvent, les personnes ne vont pas avoir accès à ce genre de demande. Aussi, pour les personnes qui viennent des pays désignés, il y a le renvoi accéléré. L'immigration, il met une priorité pour ces personnes, puis essaie de leur renvoyer assez vite. Puis, ils ont aussi une couverture minimale pour la santé. Alors, l'assurance médicale, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour ça aussi. C'est devenu beaucoup plus limité. Mais pour les personnes qui viennent des pays désignés, ils ont presque même pas de couverture. Ils n'ont rien. OK? Alors, une fois qu'ils sont rejetés, c'est juste si leur maladie pose un problème à la santé publique. Je voulais juste rajouter un point aussi par rapport aux pays d'origine désignés. On a souvent tendance à croire, en tout cas c'est la présomption de l'immigration, que ce sont des pays où il n'y a pas de ressortissants qui vont venir demander de l'asile ici au Canada. Mais il faut savoir que surtout dans le cas des femmes violentées, on commence à voir beaucoup de femmes qui proviennent de certains pays européens, notamment l'Italie. Elles arrivent ici, puis elles disent qu'elles seront victimes de violences conjugales dans leur pays. Et elle demande à faire une demande d'asile ici au Canada. C'est du cas par cas, évidemment, mais il faut savoir que c'est très, très difficile pour une personne qui provient d'un pays d'origine désignée de faire une demande d'asile au Canada. Déjà à cause du processus accéléré qui pourrait faire en sorte qu'une personne soit renvoyée beaucoup plus rapidement que ce que lui permettait que le séjour que lui permettait de faire... le fait qu'elle vienne d'un pays où elle n'a pas besoin d'un visa.
Donc, si elle n'a pas besoin d'un visa, normalement, elle peut faire jusqu'à 6 mois au Canada sans problème. Mais avec le processus accéléré, elle peut être envoyée plus rapidement. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à la demande d'asile, c'est que pour les pays d'origine désignés, il y a une présomption qu'il y a la protection de l'État. Donc, l'immigration présume que pour ces gens-là, ils devraient avoir la protection de l'État. Donc, les policiers devraient leur donner de la protection s'ils sont victimes de violences conjugales. C'est comme s'ils appliquent en fait la même chose qu'on appliquerait ici. C'est-à-dire qu'au Canada, c'est la même chose. Vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez faire appel à la police, au système judiciaire. Donc, si une personne qui provient de ces pays-là n'a pas fait appel aux policiers, au système judiciaire, c'est sûr que c'est de l'information qui va être utilisée contre elle lors d'une demande d'asile et ça va être beaucoup plus difficile de faire passer sa demande d'asile à ce niveau-là. Comme j'ai noté, les délais sont 15 jours pour déposer le formulaire de fondement de la demande d'asile. Souvent, ça n'est pas assez de temps de chercher un avocat. Souvent, ce n'est pas assez de temps pour même bien compléter les formulaires. Nous, à notre clinique, on ne complète pas juste les formulaires, mais on fait aussi un récit de l'histoire du demandeur. Souvent, les avocats en pratique privée aussi font ça aussi. On trouve que c'est assez important de bien expliquer l'histoire du demandeur d'asile. Puis souvent, on écrit un récit très, très détaillé. Ça peut être 5 à 20 pages, ça dépend de leur histoire. Puis on l'ajoute à le formulaire. Puis c'est très important de prendre le temps avec le demandeur parce que souvent, il ne rappelle pas des dates spécifiques, les faits changent des fois à cause de ce qui est arrivé, mais il faut avoir les corrects détails parce que s'il y a un problème dans le récit, puis il dit quelque chose de contradictoire à l'audience, ils vont utiliser ça pour miner la crédibilité du demandeur à l'audience. Alors, c'est bien important de bien compléter tous ces formulaires puis écrire un récit assez détaillé qui explique l'histoire du demandeur d'asile. Azadeh, il y a un problème, par exemple, il y a certains avocats qui ne prennent pas ce temps-là de travailler avec la cliente, remplir les formulaires. Donc, ils laissent ce travail-là aux clients et ça cause beaucoup d'erreurs, beaucoup de frustration parce que c'est un domaine qui est complètement nouveau pour les clients. Donc, je me dis, j'apprécie que le centre francophone prenne ce temps-là pour travailler avec la cliente, mais nous avons des clients qui sont abandonnés. Et l'explication que les avocats donnent disent que le certificat d'aide juridique ne couvre pas ces heures-là de remplir certains formulaires avec des clients. Donc, ça cause problème. Alors, ça arrive. On voit des fois les personnes qui viennent chez nous avec les demandes d'asile qui étaient rejetées, qui n'étaient pas bien préparées. C'est sûr que certains avocats disent que le certificat ne couvre pas du temps. Ça ne couvre pas beaucoup de temps, le certificat d'aide juridique, pour vous dire la vérité. Alors, pour faire une demande d'un appel, si ça arrive, c'est très difficile de montrer que l'avocat était incompétent. Alors, pour montrer l'incompétence, il y a un test juridique assez élevé. Alors, ça ne protège pas les personnes et souvent, à la commission ou à la section, à la Cour fédérale, il dit que c'est la responsabilité du demandeur de s'assurer que leur histoire est bien notée, que leur formulaire est bien complété. Et souvent, ils mettent la responsabilité sur le demandeur. C'est très, très difficile de montrer l'incompétence. Alors, c'est une bonne idée de parler à vos clients, puis leur suggérer de participer activement, dans une façon active dans leur demande d'asile, de poser des questions à leur avocat, de dire « OK, j'ai 7 détails, est-ce que c'est important de l'inclure ou non? Je veux vraiment qu'il faut qu'il dise toute l'histoire à l'avocat. » Des fois, on a des gens qui arrivent chez nous, puis nous disent une histoire, puis ils ont oublié, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était important, de nous donner un certain détail. Mais c'est un détail assez pertinent pour leur demande d'asile. Alors, c'est important d'encourager les clients de donner toutes les histoires. C'est bien possible de faire une plainte contre un avocat.
si vous voulez, au barreau. C'est aussi possible de faire des arguments d'incompétence, mais c'est assez difficile de le faire. Alors souvent, c'est mieux de faire votre travail au début du demande d'asile pour leur encourager de participer d'une façon active, parce que souvent, si ça arrive à la fin puis ils étaient rejetés, à ce moment, c'est un peu plus trop tard de faire ces genres d'arguments pour essayer de récupérer leur demande. Ouais. Puis, pour amener des précisions aussi, il faut le dire que les avocats de la pratique privée n'ont pas tort sur le point quand ils disent que le certificat n'est pas suffisant, parce que nous, par exemple, au Centre francophone, quand on aide des clients à remplir des formulaires, c'est à peu près peut-être 3 fois le temps que l'aide juridique donne pour les avocats, avec les certificats pour les avocats de la pratique privée. Donc, je peux comprendre un peu leurs préoccupations. Et il faut dire aussi que c'est un aspect sur lequel les avocats de la pratique privée essayent de se battre un peu en ce moment pour avoir un peu plus de financement pour les certificats. Mais malheureusement, comme il y a dans tous les aspects au niveau de l'immigration, il y a eu des coupures, la coupure aussi s'est fait sentir au niveau des avocats, des certificats de l'aide juridique. Mais néanmoins, c'est sûr que des fois, il y a des avocats qui sont un peu négligents. Mais comme Azadeh l'a dit, c'est un peu difficile après de revenir là-dessus, malheureusement. Donc, peut-être essayer de voir, référer vos clients à des avocats en qui vous avez confiance. Okay, moi, j'aurais une question. Comme tous les intervenantes ne sont pas qualifiées et qu'elles n'ont pas, comment dire, ce background en remplir tous ces documents et les intervenantes elles-mêmes peuvent faire des erreurs. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je ne sais pas si le Centre francophone, nous, en ce qui concerne la maison d'hébergement de femmes francophones, s'ils peuvent nous donner certaines formations pour que certaines intervenantes puissent adéquatement remplir ces formulaires. Notre suggestion, c'est d'essayer de trouver un avocat pour le client. Ça, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir un avocat qui va compléter les formulaires parce qu'il connaît la loi. Mais c'est sûr, si vous avez besoin d'informations, on peut peut-être parler à notre directrice puis organiser quelque chose. J'allais dire la même chose. Définitivement, au niveau d'une demande d'asile, pour la préparation d'une demande d'asile, c'est un avocat qu'il faut, définitivement. Même pour les formulaires, il faut que l'avocat, même si ce n'est pas lui qui les remplit, qu'il les revise en détail avant de les déposer. Maintenant, pour les autres types de demandes, ça arrive que ce soit des intervenants ou d'autres personnes qui les font. Ils ne sont pas nécessairement des juristes, mais c'est toujours mieux d'avoir l'aide d'un avocat ou le soutien d'un avocat. Dans nos bureaux, on essaie de travailler avec l'équipe d'établissement pour les aider des fois pour remplir certains formulaires, mais c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir recours à un avocat. Mais il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, puis c'est possible aussi de se renseigner si on peut avoir des formations pour les intervenants, etc. Moi, ma question, en fait, j'en ai 2 questions. La première, si j'ai bien compris, il y a différents changements qui ont été faits au niveau de l'accessibilité aux soins de santé. Puis ça me ramène à savoir est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'accessibilité, au niveau de l'aide juridique pour ces femmes-là? Est-ce qu'elles y ont droit ou non? Jusqu'à quel point? Et pour, au fait, continuer sur une question qui a déjà été posée, si justement un avocat, on voit qu'il est, je dirais pas incompétent, mais qu'il n'a pas fait ce qui peut-être devrait être fait, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a possibilité pour cette femme-là de changer d'avocat, justement? Pour répondre à la dernière question, bien sûr, c'est possible de changer votre avocat à n'importe quel moment dans votre demande d'asile, mais à ce moment, ça devient de plus en plus difficile quand vous changez avocat à moitié de procédure ou à la fin, okay? Parce que c'est sûr qu'un avocat qui a travaillé sur le dossier connaît le dossier mieux. Mais si vous voyez que vraiment il y a un problème, c'est une bonne idée de changer d'avocat. Il n'y a pas de problème en changeant l'avocat, même après l'audience. S'il n'y a pas une décision encore, puis vous voyez qu'il y avait un problème, c'est une bonne idée d'en consulter un autre avocat parce qu'avant qu'il y ait une décision, il y a des choses que vous pouvez faire pour aviser la commission des problèmes, pour essayer d'avoir une autre audience, de rouvrir la demande ou de faire quelque chose avant qu'il y ait une décision. Parce qu'après qu'il y ait une décision, c'est beaucoup plus difficile à faire des recours comme ça. Au niveau de l'aide juridique, il n'y a pas de changement pour qualifier pour un certificat du tout. C'est les mêmes je pense que pour qualifier, c'est les mêmes exigences financières et ils vont évaluer les mérites de votre demande pour voir si vous qualifiez pour un certificat.
Donc, c'est pas automatique. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent et que vous voulez faire une demande d'asile qu'ils vous en donnent un. Ils vont évaluer les mérites, ils vont regarder votre histoire et voir si... Parce qu'en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de donner des certificats juridiques si la demande est un peu frivole ou si elle n'a aucune chance. Parce que malheureusement, les fonds sont limités. Ma question, en fait, c'est par rapport à cette loi donc, qui a réduit carrément, qui a limité les délais de demande, mais aussi les délais d'appel par rapport aux décisions quand il y a une décision de refus de demande d'asile. Prenons un cas, par exemple, s'il y a une femme qui a subi de la violence et qui vient tout simplement d'un pays non désigné et qui a subi un viol collectif, tout en plus qu'en ce moment, on sait que le viol est devenu une arme de guerre. Et si j'ai bien compris au début, par rapport au délai, les pays non désignés, donc est-ce que quand le dossier est refusé, il y a une ordonnance ou un jugement qui ordonne carrément le renvoi immédiat d'une femme qui subit la violence ou qui a été qui a subi de la violence sous toutes ses formes. Dans ce cas, quand elle fait un appel, est-ce que le tribunal prend en considération justement sa situation ou pas ? Parce que moi, je me pose la question, si elle est renvoyée et en même temps, il y a un appel, et cet appel va prendre, je crois que vous avez dit, un délai de... Ça va prendre plus de 6 mois, si j'ai bien saisi. Oui. Et si à ce moment-là, il y aura une bonne décision par rapport à sa demande d'asile et que la femme a été renvoyée immédiatement tout en sachant sa situation qui n'est pas vraiment en sécurité. Est-ce que le tribunal, à ce moment, va prendre en considération tous les éléments du dossier ou ce n'est pas le cas? Ça dépend au niveau de la procédure pour le demandeur. Par exemple, s'il y a une demande d'asile qui a été faite, puis leur demande d'asile a été rejetée, après ça, un demandeur qui vient d'un pays non désigné, ils ont accès à une nouvelle section d'appel d'immigration qui se trouve à la commission de réfugiés, qui se trouve à la commission d'immigration et de statut de réfugié. Puis, pour introduire l'appel, ils ont 15 jours d'aviser la commission. Durant ce temps, l'immigration ne va pas essayer de leur envoyer. Quand il introduit l'avis de l'appel, après 15 jours, il reçoit leur décision. 15 jours après qu'il le reçoit, il doit aviser la commission qui veut faire un appel à la section d'appel. Quand il leur avise, ils ont 15 jours après ça pour déposer un mémoire juridique qui parle des problèmes. Durant tout ce temps, il n'y aura pas un renvoi, sauf si vous êtes compté dans les exceptions à la loi. Alors, la loi prévoit que, puis ça nous rend dans la prochaine étape, si vous provenez d'un pays désigné, il n'y a aucun sursis de renvoi, même si vous avez introduit un appel, puis cet appel doit être introduit à la Cour fédérale et non pas à la section d'appel pour les réfugiés. Si votre demande d'asile est trouvée manifestement infondée, ça veut dire qu'il n'y a pas un minimum de fondement, puis il trouve qu'il n'y a aucune base pour votre demande, vous n'avez pas accès à la section d'appel pour les réfugiés, puis il n'y a pas un sursis de renvoi. Si vous êtes une personne qui est visée par l'entente qu'on a avec les États-Unis, avec les tiers pays sûrs, puis vous avez croisé à la frontière territoire, vous n'avez pas accès à un sursis et vous n'avez pas accès à la section d'appel pour les réfugiés. Et si vous êtes désigné comme une arrivée irrégulière, eux aussi, ils n'ont aucun sursis. Toutes les autres personnes, ils ont accès à la section d'appel de réfugiés, puis ils ont sursis. Mais si, par exemple, l'appel est rejeté, à ce moment, il doit attendre 1 an pour faire un examen de risque avant renvoi. Alors, durant tout ce temps, c'est possible que l'immigration va essayer de renvoyer la personne. Puis, ils n'ont aucun recours qu'ils peuvent faire. Il y a certaines petites choses, c'est très compliqué. C'est possible peut-être de faire une demande humanitaire si vous êtes compté dans une des exceptions, parce que vous ne pouvez pas faire une demande humanitaire pour 1 an après le rejet de votre demande d'asile. Sauf si les meilleurs intérêts de vos enfants sont impliqués ou vous avez une condition médicale qui va affecter votre renvoi et votre situation de santé. Si vous êtes dans une de ces exceptions, vous pouvez introduire une demande humanitaire immédiatement après
votre rejet de votre demande d'asile. Puis c'est possible peut-être d'utiliser ça pour essayer d'arrêter le renvoi, mais ça ne donne pas un sursis de renvoi automatique. Il faut aller à la Cour fédérale pour demander un sursis. Alors, c'est sûr que ces lois ont été introduites pour essayer d'accélérer les renvois des gens parce qu'ils ont moins recours pour essayer d'arrêter le renvoi. Mais durant le temps, s'ils ont accès à un examen de risque avant renvoi, le renvoi s'est arrêté automatiquement. Ouais. Quand vous parlez de récits très détaillés et que vous dites que quand vous le faites au centre, c'est 2 à 3 fois le temps alloué par le certificat d'aide juridique. En tant qu'intervenante, qu'est-ce qu'on recherche dans ce récit-là? Est-ce qu'il serait possible d'avoir bref, là, on a besoin des dates, on a besoin de quel genre de situation? Est-ce que ça doit être chronologique? Est-ce que ça doit... Qu'est-ce qu'on recherche dans ce récit-là pour pouvoir aider? Parce que nous, on peut faire un bout de chemin avec la femme parce que nous autres, on n'est pas payés. Avec le certificat juridique. Alors, dans le récit, ce qu'on va essayer de... En fait, le récit, c'est l'histoire du demandeur d'asile. Donc, c'est l'histoire par rapport à la base de sa demande d'asile. Pourquoi il demande l'asile au Canada? Donc, il va expliquer d'abord qui il est, qui elle est dans le cas d'une femme. Elle va expliquer d'où elle vient, de quel pays elle demande l'asile, et elle va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ces problèmes ont commencé, et quel événement ou quels sont les événements à la base de sa demande d'asile. Et aussi la manière dont elle a fui son pays et quand est-ce qu'elle est arrivée au Canada. Donc, quand on dit qu'on prend 2-3 fois le temps, ça dépend. Ça dépend de l'histoire. Il y a des personnes que leur histoire, c'est 3-4 pages. Tout s'est passé très rapidement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que la demande d'asile n'aura pas de mérite, mais c'est juste que son histoire est très brève. Il y en a d'autres qui ont vécu beaucoup d'événements, que ça a été très long et... donc, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, etc. Par rapport, par exemple, aux femmes qui ont été victimes de violences, qui ont été victimes de viols, on va, par exemple, parler des événements qui se sont passés, c'est-à-dire qu'on va parler de quand est-ce qu'elle a été victime de viol. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est sûr que, surtout pour une personne qui est vraiment traumatisée par les événements qui sont passés, ce qui doit être le cas de la plupart de ces femmes dans ces situations, mais c'est quand même important d'être capable de relater certains faits par rapport à ce qui s'est passé, même si c'est des cas de viol, pour que le commissaire qui va prendre la décision puisse avoir une idée de ce qui s'est passé. Il faut dire aussi qu'il y a certaines directives. Au moment de l'audience, normalement, le commissaire ne doit pas poser de questions en détail par rapport à ce qui s'est passé, parce que, surtout quand la personne est reconnue comme une personne vulnérable, on ne voudra pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Est-ce qu'on rentre dans les sentiments et les émotions que la femme qu'elle a eu peur, qu'elle s'est sentie... Est-ce qu'on rentre dans ça, dans ce récit-là? Souvent, oui. On met les détails par rapport à leurs sentiments. Aussi, on fait souvent un rapport, on a un rapport d'une psychiatre aussi qui part après qu'on dépose ça 10 jours avant l'audience. Alors, c'est pas beaucoup de temps pour envoyer la cliente chez un psychiatre, mais on essaie de le faire avant les 10 jours de l'audience. Aussi, je dirais aussi, c'est important d'expliquer les choses qui vont miner la demande d'asile dans le récit. Par exemple, souvent, les commissaires vont regarder le délai de quitter le pays comme quelque chose de négatif. Ils vont dire, mais pourquoi tu as pris 6 mois pour quitter le pays? Ça ne fait pas de sens. Quelqu'un qui a vraiment peur, pourquoi ils vont prendre 6 mois à quitter le pays? Alors, il faut expliquer les choses comme ça, les délais de quitter. S'ils ont quitté le pays puis retourné au pays, ça aussi va miner leur crédibilité. C'est important d'expliquer tout ça. Les choses qui sont les faiblesses dans la demande d'asile, c'est important de leur expliquer dans le récit pour que quand ils rentrent dans l'audience, c'est déjà expliqué pour le commissaire puis il peut poser certaines questions pointées par rapport à ces genres de choses. Puis, juste pour préciser, quand on dit que c'est important de leur souligner qu'est-ce qui va être un désavantage pour leur demande d'asile, ça veut pas dire qu'on va leur dire de cacher cette information. Ça veut dire qu'on va leur demander d'expliquer pourquoi.
Donc, s'ils ont pris un certain délai avant de quitter, expliquer qu'ils étaient cachés durant cette période et qu'ils avaient besoin des moyens pour pouvoir quitter le pays. Donc, c'est des éléments que c'est important de souligner et d'expliquer à travers le récit. C'est pourquoi le récit est si important que cela. Et les commissaires ont tendance à dire, oui, mais si c'est important, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans votre récit? Oui, mais si c'est votre raison, pourquoi vous ne l'avez pas expliqué dans votre récit? C'est pour ça qu'on essaye de rentrer quand même dans beaucoup de détails, donner assez d'informations dans le récit pour pas que ça soit utilisé contre le demandeur d'asile au moment de son audience. L'autre chose, souvent, on a les demandeurs d'asile qui nous demandent, mais je pense qu'ils vont voir ça comme quelque chose de négatif. Est-ce qu'on peut juste éviter de mentionner ça? Ça ne va pas aider parce que souvent, l'immigration, ils font leur propre enquête aussi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait une demande d'asile quelque part d'autre dans un autre pays avant de venir au Canada, puis décide d'éviter de mentionner ça, l'immigration maintenant, ils sont en train de consistamment vérifier les empreintes digitales. Puis les envoie, puis on reçoit l'information après qu'on ait déposé le récit que la personne a fait une demande de visa quelque part d'autre ou une demande d'asile quelque part d'autre, puis ce n'était pas divulgué dans le récit. Ça cause beaucoup de problèmes à l'audience. C'est très important de noter à tout le monde, de dire tout à leur avocat pour qu'il puisse décider qu'est-ce qui est important à inclure dans le récit pour la demande d'asile. Ces nouvelles réglementations-là, est-ce qu'elles s'appliquent de la même façon dans toutes les provinces canadiennes? Oui, c'est fédéral. De la même façon? Oui, OK. C'est fédéral. Oui, merci. Moi, je voudrais souligner un besoin ici au niveau de la formation des intervenantes. Je voudrais comme lancer, comme c'est pas au niveau de l'action ontarienne, si on pourrait avoir une formation, par exemple, comment préparer peut-être la cliente à l'audience et expliquer comment remplir les formulaires, comment